Je m'y prends déjà en avance et surtout je fais des fiches. De la relecture et poser des questions et parler à d'autres étudiants parce que tout seul, j'arrive pas à grand chose, quoi. J'essaie de réviser un petit peu en avance, mais ce n'est pas toujours possible. Moi, je suis quelqu'un qui s'y prend toujours à la dernière minute. Je réécris simplement mes cours. J'aime faire des fiches aussi, synthétiser les choses. Je m'organise pas du tout en fait. Je me dis oui, je vais faire ça pendant tant et tant de temps. Déjà, je révise sur mon ordinateur. Pour m'organiser, j'essaye de réviser un petit peu sur toute l'année, mais j'ai beaucoup plus de travail à faire juste avant l'examen. Je m'y prends pas trop à l'avance. Généralement, je vais plutôt réviser en début de semaine, car la fin de semaine, je suis plus apte à faire la fête. Je pense que j'ai pas trop d'organisation. En général, je me rends compte que j'ai des devoirs à 23h. Et après, du coup, je m'endors très tard. En fait, oubliez ça. C'est pas trop bien ça. Si, des fois quand même. Ouais. Je coupe mon portable quand je veux vraiment bien réviser. Ça peut arriver que ça me distrait. Non, je coupe mon téléphone, je le mets dans mon sac. Ça dépend des fois. Et si vraiment je suis motivée et que je veux avancer, j'éteins mon téléphone. Je suis assez évasive, mais j'apprends à la concentration. Faire des pauses, c'est important. Quand je révise, je me prends vraiment du temps juste pour réviser. Je laisse l'ordinateur et le téléphone éteints et je le fais sur une feuille. Non, il y a pas moyen. Si je commence, je m'arrête juste pas. C'est d'ailleurs pour ça que souvent je révise pas. Moi, j'ai pas trop de réseaux sociaux, du coup, je suis pas trop embêtée. J'essaie de pas prendre mon portable, mais j'avoue que je peux pas m'empêcher de le regarder. Je pense pas. Ce serait pas du travail là, je pense. Je l'ai déjà réduit au maximum. Beaucoup mieux, je pourrais beaucoup mieux organiser. Bien sûr, on m'a toujours appris qu'il fallait faire de telle ou telle façon et tout. Mais j'ai jamais trop écouté donc. Oui. Je pense c'est faisable, il faut juste faire des fiches plus courtes peut-être. Oui. Alors oui, déjà aussi, je pense qu'un problème que j'ai que beaucoup d'étudiants c'est révision de dernière minute. Non, je pense que faire encore plus, c'est pas possible. Sinon, je travaillerai jamais. Comment être le premier de sa classe? Comment avoir les meilleures notes possibles? Aujourd'hui, le système d'éducation nationale ou même de déséducation nationale a créé un système qui est malade. Tout le monde le dit depuis 30 ans, 40 ans. Tout le monde dit que la pédagogie qui est utilisée est mauvaise et pas bonne. Et pourtant, c'est la seule qui est proposée, c'est la seule qui va vous donner des diplômes. Et en France, en général, en plus, on va vous juger quasiment toute votre vie sur ce que vous avez fait jusqu'à vos 25 ans. Ah oui, tu as eu tel diplôme. Si vous êtes par exemple, même si vous vous intéressez ensuite à la méditation, si vous êtes médecin qui s'intéresse à la méditation, ça aura toujours plus de valeur, même si vous êtes meilleur enseignant en méditation sans avoir été médecin, ça aura toujours plus de valeur en étant médecin, en ayant un diplôme, en ayant quelque chose de validé par ce système de déséducation nationale. Et ce système est malade et c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le jeu de ce système de déséducation nationale. Vous pouvez hacker l'éducation nationale et j'aimerais vous montrer comment. Comme vous le savez, j'ai un programme qui s'appelle Major de promotion qui a aidé des centaines d'étudiants à faire partie du top 5, du top 10 de leur promotion, à être major de promotion, à avoir les meilleures notes de leur vie. Et tout simplement en hackant le système, en essayant de comprendre mais comment ça marche, qu'est-ce que les profs, et c'est pas les profs sont on va souvent les considérer comme mauvais, mais c'est le système qui les pousse à être mauvais et à faire des choses qu'ils n'ont pas envie forcément de faire, ils doivent rentrer dans les rangs. Le meilleur exemple de ça, c'est Céline Alvarez, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette prof de maternelle qui fait lire les enfants dès l'âge de 3 ans. Ils savent à 3-4 ans faire des multiplications et des divisions avec 3 à 4 chiffres. Donc par exemple 3441 divisé par je ne sais pas quoi. Apprendre à s'habiller, découvrir les continents, lire des mots. Voilà la méthode utilisée dans cette école maternelle pendant 3 ans, où les enfants n'avaient même plus peur des opérations compliquées. 98 divisé par 3 égale 3299 et presque 1.
Ces élèves n'étaient pas des surdoués, mais ils ont bénéficié d'outils pédagogiques différents, sélectionnés par Céline Alvarez, une enseignante révoltée par l'échec scolaire, qui cherchait à stimuler le potentiel des enfants. Si on ne fait que soutenir leurs élans et leur motivation intérieure, ils vont beaucoup plus loin que ce que nous aurions osé leur demander. C'est qu'il y a des enfants qui se sont mis à lire à 3 ans, à 4 ans, à faire des additions, des divisions, des multiplications à 4 chiffres par passion. Et moi, je me suis retrouvée à leur courir derrière pour essayer de leur apporter ce qui leur manquait. Dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », Céline Alvarez détaille l'expérience, tout comme les nombreuses études scientifiques sur lesquelles elle s'est appuyée pour réinventer l'école. Quand on regarde la synthèse de tout ce que nous disent les sciences du développement humain, eh bien, je veux dire, c'est extrêmement clair, il n'y a aucun doute, l'être humain apprend en étant actif, motivé, aimé. Il n'apprend pas lorsqu'il est passif, lorsqu'il n'est pas motivé et lorsqu'il est stressé. Aujourd'hui en CE2, Kenza a passé 2 ans dans cette maternelle si particulière. Et dès la grande section, c'était une grande lectrice. On apprenait à compter, on faisait l'équilibre, on coupait des pommes, des fruits. Pour sa mère Pascaline, cette expérience a transformé sa fille. Kenza, c'était du naturel, de prendre un livre, de lire. C'est une enfant qui a été épanouie de son année scolaire. Elle a été beaucoup plus douce, plus tendre, plus apaisée, alors que c'était une enfant très... voilà. Mais en 2014, le coup près tombe. Malgré de bons résultats, Céline Alvarez doit revenir dans le cadre ou quitter l'école. Elle démissionne. L'éducation nationale aurait-elle peur de changer de méthode? Voilà, à 3-4 ans, ils arrivent à faire des choses qu'on pense seulement possibles à 9-10 ans. Pourquoi? Parce qu'on utilise une autre pédagogie, ça ce serait l'objet d'autre chose. Dans cette vidéo, ce que je veux vraiment vous présenter, c'est comment hacker ce système-là pour que vous puissiez avoir le maximum de temps possible pour vous, pour apprendre, pour faire les choses qui vous motivent réellement. Et c'est normal, le système vous dégoûte complètement. Moi, j'ai pas lu un seul livre jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, j'ai lu un livre, c'était Notre-Dame de Paris, c'était obligatoire, et les 100 premières pages de Madame Bovary, et c'est tout. À 25 ans, quand j'ai arrêté les études, j'ai commencé à lire entre 50 et 100 livres par an, et depuis, j'ai lu plus de 500 bouquins depuis que j'ai arrêté l'école, et seulement un pendant toute ma période scolaire. Simplement parce qu'on n'a pas les bons outils. Comment vous allez pouvoir profiter finalement, apprendre, parce qu'on a tous soif d'apprendre au fond de nous, mais ce système d'éducation nationale nous dégoûte au fur et à mesure d'apprendre. On n'a plus envie d'apprendre à partir de 12-13 ans. On a toujours cette soif d'apprendre en nous et puis tout d'un coup, on baisse de motivation, on n'a plus envie. Et moi je me rappelle, j'allais en cours quand j'avais 17-18 ans, quand j'allais au lycée à 15, 16, 17, je me rappelle, j'allais uniquement en cours pour mater des meufs. C'était juste ça. Ça peut paraître bête, mais c'était la seule motivation. C'était sûrement pas pour aller en cours de mathématiques. Et pour avoir des bonnes notes, il fallait avoir des techniques, des tactiques, comprendre un peu comment hacker ce système et qui ne nous intéresse pas. Et je vais vous dévoiler quelques-unes de ces stratégies. Donc, l'une des premières choses et qui a véritablement changé depuis les années 50, depuis les années même 90, c'est qu'on a de plus en plus accès à la distraction et aux notifications Facebook, Snapchat, etc. Et c'est en train de tuer l'attention. Votre attention est de plus en plus faible. Et c'est normal, j'ai beaucoup d'élèves qui m'écrivent et qui me disent « j'ai du mal à me concentrer, j'ai peut-être pas les bonnes méthodes de travail ». Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui on est incapable de rester 1 heure dans un bureau sans checker son ordinateur, sans checker son téléphone, sans regarder qui nous a écrit un message sur quel que soit le réseau social que vous utilisez. Et en fait, c'est ça qui vous déconcentre. C'est ça qui vous empêche d'apprendre pleinement. Certaines études, j'avais lu quelque chose qui disait que comme quoi il fallait 10 minutes, entre 10 et 20 minutes pour retrouver le niveau de concentration après une interruption. Donc la première étape, c'est savoir bloquer des temps ininterrompus de temps pour pouvoir apprendre. Et ça, la plupart des élèves ne vont pas le faire, en fait, tout simplement parce qu'ils subissent inconsciemment ces notifications, toutes ces applications,
toutes ces distractions qui sont tout de suite accessibles sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Et une des premières choses à faire, c'est par exemple sortir, enlever toutes ces affaires-là, les mettre dans une autre salle, les mettre dans une autre pièce pour ne pas être tout simplement influencé, ne pas avoir notre attention qui va aller vers ces notifications et savoir tout simplement améliorer notre concentration. Ça, c'est l'une des premières choses pour créer votre environnement, pour créer en fait un écosystème où vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir apprendre plus facilement. Un des deuxièmes points absolument catégoriques qui est à comprendre, c'est de donner au correcteur ce qu'il veut, de lui donner ce qu'il veut, de ne pas improviser. Et c'est là où beaucoup d'élèves se perdent parce qu'ils vont essayer d'apprendre tout le livre, tout le cours, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'attend le prof. Et je ne vais pas dire le prof, je vais dire le correcteur. Parce que le correcteur, ça met en place, je vous ai dit, ce n'est pas les profs qui sont mauvais, c'est le système qui les pousse à être moins bons. Et eux aimeraient sûrement innover, faire des choses nouvelles. Mais ils ne peuvent pas. Et du coup, ils sont plus ou moins obligés, ils vont s'ennuyer, ils vont toujours vous donner à peu près les mêmes choses. Et en fait, les réponses qui sont attendues sont très formatées. Donc à partir du moment où vous savez ce que veut le correcteur, eh bien tout de suite, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce que vous allez lui donner. Tiens, prends ça, prends ce que tu veux toi. Moi, je m'occupe à côté d'apprendre ce qui est important pour moi, d'apprendre, d'évoluer dans là où je veux vraiment avancer, dans mes objectifs. Mais en attendant, comprenez ce deuxième principe absolument qui est donner au correcteur ce qu'il veut. Et une des meilleures manières pour ça, c'est d'utiliser les contrôles, les devoirs surveillés, les examens des années passées, car vous verrez que les questions et surtout les réponses qui sont attendues ne changent pas beaucoup d'année en année et ils attendent quelque chose de très précis qui est très formaté. C'est normal parce que quand on a beaucoup de correcteurs, quand on a un système comme ça, on attend des questions, des réponses qui sont formatées pour pouvoir corriger facilement, s'assurer que tout est harmonisé, que en fonction des facultés, dans toute la France, dans tous les pays, vont être bien formatées. Comme ça, on est sûr que tout le monde corrige à peu près de la même manière. Et donc, c'est à vous de comprendre ça. Le système est fait comme ça, donnez au correcteur ce qu'il attend. Et la troisième chose, ça va être d'apprendre à apprendre, de savoir comment vous aimez apprendre. Et aujourd'hui, il y a plein de manières d'apprendre. Et le plus important, c'est d'apprendre de comment vous allez apprendre. C'est-à-dire dans quelles conditions vous apprenez le mieux. L'une des pires manières d'apprendre, c'est de lire le cours. Et beaucoup d'élèves font juste ça, lire le cours. C'est beaucoup plus efficace, par exemple, de le réécrire déjà, mais ce n'est pas forcément le mieux. Il y a des méthodes comme la méthode du feedback, comme d'autres méthodes comme la méthode des mind maps. Tout ça, c'est des méthodes qu'on développe dans le programme major de promotion et qui permettent aux élèves, enfin d'apprendre facilement sans passer des heures à lire encore et encore les mêmes choses sans que ça rentre. Et une fois que vous avez appris à apprendre, eh bien c'est beaucoup plus facile. Et pour comprendre un peu ce concept, c'est apprendre de manière méta. Apprendre de manière méta, ça veut dire quoi ? Imaginons que pourquoi par exemple la méthode majeure de promotion, c'est un meilleur investissement qu'un prof de maths. Parce que je vous apprends de manière méta. Par exemple, un prof de maths, il arrive et il va vous apprendre à mieux faire des... qu'est-ce que vous avez par exemple je ne me rappelle même plus des noms, même après avoir fait une prépa maths. On va dire un truc avec des matrices. Voilà. Il vous apprend. Et il vous apprend juste ça et peut-être que vous allez vous débrouiller, mais après il va falloir réapprendre d'autres choses, etc. etc., etc. C'est un peu comme ce proverbe du donne un poisson à quelqu'un et il mange une journée, apprends-lui à pêcher et il pourra manger toute sa vie. Eh bien, c'est à peu près la même chose lorsque vous apprenez de manière méta. Donc pour reprendre l'exemple des matrices, vous avez appris grâce à un professeur par exemple pour apprendre comment multiplier des matrices. Eh bien, vous allez essayer d'aller voir méta. Méta, ça veut dire comment est-ce que j'ai fait pour apprendre à multiplier des matrices. Ah oui, j'ai demandé à un mentor, donc un professeur. J'ai mis en place du temps à côté, j'ai mis en place 1 heure où il a pu m'expliquer et j'ai pu mettre en place tel exercice. Et après, vous montez encore en méta, c'est-à-dire à quel moment est-ce que vous avez eu l'idée d'appeler un professeur, à quel moment, dans quelles conditions vous avez eu cette idée tout simplement de mettre en place cette stratégie pour apprendre mieux. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en allant méta, eh bien, c'est le moment où vous allez appeler un professeur ou peut-être que c'est vos parents qui l'ont appelé parce que vous aviez des trop mauvaises notes. Mais c'est ça, l'idée c'est d'aller méta et comprendre comment vous allez avoir le succès que vous souhaitez.
Et c'est important de comprendre ça. Par exemple, Julius Yego, alors là c'est dans le domaine du sport, il est devenu champion du monde et vice-champion olympique au lancer du javelot en apprenant sur YouTube. Au Kenya, personne n'apprenait à lancer du javelot, ils apprenaient juste à courir et lui il a appris sur YouTube. My name is Julius Yego. I come from Cheptanol village in the Great Rift Valley. I'm a current world champion in javelin. Something came into my mind to watch the YouTube videos. I could go to the cyber, look at the great javelin throwers, see what they do in their normal training. And I will come and practice the following day. When you don't have the facilities, you try on yourself to improvise what you have. L'idée, lorsque vous essayez de comprendre de manière méta, c'est-à-dire dans quelles conditions vous apprenez le mieux, et bien tout d'un coup tout devient facile et vous êtes capable d'apprendre n'importe quoi. Pour certains élèves, donc on applique certaines méthodes, il y en a qui préfèrent la méthode des mind maps, il y en a qui préfèrent la méthode du feedback, il y en a qui vont préférer la méthode d'apprentissage par couche. Et bien en fonction de votre style, de ce que vous préférez, vous allez pouvoir apprendre de manière hyper rapide. Et ça va vous permettre d'hacker complètement le système de déséducation nationale qui a créé ce système complet, complètement formaté, qui vous pousse et qui vous enlève aussi cette soif d'apprendre. Et si vous souhaitez garder cette soif d'apprendre, si vous souhaitez garder cette avidité, cette volonté de progresser, d'apprendre, eh bien c'est important pour vous de leur donner ce qu'ils veulent, mais à côté de cultiver votre motivation interne, ce qui vous passionne réellement et de pouvoir avancer, que ce soit peut-être la photographie ou peut-être que vous êtes en faculté de droit et que vous êtes passionné par l'histoire du droit ou par le droit immobilier, eh bien ça va être à vous de trouver cette motivation interne et de cultiver ça à côté. Parce qu'effectivement, même si vous êtes passionné par le droit immobilier en Europe par exemple, eh bien ce n'est pas forcément ce qu'attend le correcteur. Et peut-être que vous serez même le meilleur de France ou le meilleur en Europe sur le sujet, mais ce n'est pas ce qu'attend le correcteur. Donc c'est important pour vous de comprendre ça, de donner au correcteur ce qu'il veut et à côté derrière de cultiver ce qui vous passionne pour pouvoir ensuite être le meilleur. Parce qu'il va y avoir un passage qui va se faire une fois que vous avez le tampon du système de déséducation nationale, vous avez ce diplôme parce que ça reste toujours valide. On est dans un système qui vous dit voilà, si tu as ce diplôme, alors tu peux exercer, tu peux être avocat, tu peux être médecin, tu peux être prof de sport, tu peux être coach. Eh bien, vous allez devoir tout simplement désapprendre tout ce que vous avez appris pour rentrer dans le monde de la vraie vie où voilà, là vous pourrez apprendre chaque jour, là vous pourrez être le meilleur et avoir un impact sur le monde, avoir un impact sur les gens, les aider complètement, pouvoir les aider lorsque vous êtes avocat, pouvoir les aider, pouvoir aider à résoudre des problèmes complexes lorsque vous êtes mathématicien, pouvoir tout simplement trouver de nouvelles idées lorsque vous êtes ingénieur. Par exemple, parmi mes amis, il y a quelqu'un qui fait STAPS et quelqu'un qui a arrêté les cours pour être coach de sport, notamment sur internet, sur YouTube, etc. Et le mec qui fait STAPS, il me dit mais c'est fou, il sait plus de choses que moi. Moi je suis les cours et tout, mais les cours sont chiants, ils sont mal faits, ils sont anciens, c'est la mauvaise manière d'apprendre, c'est pas motivant d'apprendre les choses comme ça. Et l'autre à côté, il est motivé d'apprendre parce que c'est quelque chose qui le passionne. Et il va connaître tous les muscles, il va connaître les bons types d'entraînement, etc., etc. Il va faire sa propre éducation grâce notamment par exemple à YouTube où il va trouver des mentors, il va lire, acheter des livres qui vont lui permettre d'évoluer. Et à côté de ça, celui qui est cloisonné dans son STAPS, au final il aura son diplôme évidemment, il aura le droit en France d'exercer dans une salle, d'être employé, salarié, mais il aura moins de connaissances, il sera moins puissant, il sera moins fort, il pourra moins avoir d'impact ensuite sur le monde. Donc l'idée c'est d'axer les deux, c'est de donner aux correcteurs, de leur donner ce qu'ils veulent, mais derrière de pouvoir prendre du temps pour soi, pour pouvoir apprendre et vous permettre de progresser. Et c'est tout ce qu'on voit par exemple dans des livres comme The Education of Millionaires de Michael Ellsberg. On voit comment les millionnaires ont fait leur éducation. C'est sûrement pas à l'école. Tous les milliardaires qui sont connus, eh bien, ce sont des gens qui ont tout simplement arrêté l'école, arrêté l'université en cours d'année. Ou dans un bouquin qui s'appelle par exemple le Personal MBA, ou la liste de tous les livres qui sont donnés par le Personal MBA qui vont vous permettre cette éducation qui est la véritable et la seule éducation possible.